Bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. D'abord, bien sûr, ce coup de théâtre chez les conservateurs en cette semaine de reprise des travaux aux communes. Les députés ont décidé, dans une proportion de 62 %, de montrer la porte à leur chef Erin O'Toole, ce qui ouvre la voie à une nouvelle course au leadership au sein des troupes conservatrices. Entre-temps, c'est la députée manitobaine Candice Bergen qui va assurer l'intérim. Voici d'abord la réaction de députés conservateurs tout de suite après le vote qui s'est tenu mercredi. Je pense que on a perdu une élection, encore une fois, puis les députés ont entendu nos membres dans nos comtés qui étaient frustrés avec les résultats, puis ils ne voyaient pas de changement qui venait immédiatement, de grands changements que je pense qu'ils avaient le droit de demander. Et c'est parce que ça a mené à cette journée aujourd'hui. Premièrement, la confiance en Erin O'Toole, elle se base sur plusieurs facteurs. Il y a différentes raisons pour lesquelles les députés certains avaient moins de confiance envers lui. Pour nous, c'est une question qui était plus généralisée au niveau du leadership, au niveau de la situation qu'on vivait avec le caucus. Donc, pour nous, il devait y avoir quelque chose qui se passe. Donc, les membres ont décidé ce matin, de façon assez claire, que M. O'Toole, malheureusement, ne peut pas continuer à diriger le caucus. Et maintenant, ce qu'on vit, c'est de repartir et de continuer et d'être prêt pour la prochaine élection, parce qu'on n'a pas un caucus divisé. On a des gens qui s'adorent, qui s'aiment, mais qui avaient des divisions qui ne devait pas être là, qui là maintenant, ça doit être réglé. On va prendre acte du résultat du vote de ce matin. C'est un processus qui a été amorcé, qu'on devait suivre. On va avoir à choisir un chef intérimaire, puis il y a une course au leadership, et les Canadiens et les membres du parti vont avoir l'occasion de se faire entendre à ce moment-là. Donc, en ce moment, la division dont vous parlez a résulté dans le résultat du vote que vous avez vu ce matin. On ne peut pas nier qu'effectivement, il y avait des divisions, qu'il y avait des frictions dans le parti. Cependant, je pense qu'on a une occasion là, de se tourner vers l'avant puis d'essayer de trouver une façon de réunir puis de faire travailler tout le monde ensemble. Moi, je pense que c'est un dossier qui est réglé. On regarde en avant, on construit. Moi, je suis élu pour représenter le Parti conservateur du Canada, qui est un parti, pour moi, progressiste conservateur. Il doit rester progressiste conservateur. Et c'est pour ça que les gens de Portneuf, Jacques-Cartier, m'ont élu. Autre réaction chez les conservateurs, je retrouve Gérard Deltel, député de Louis-Saint-Laurent et leader parlementaire. Bonsoir, M. Deltel. Bonsoir. Quelle est votre réaction à vous, à tout ce qui vient de se passer au Parti conservateur? Évidemment, sur un plan personnel, pour moi, c'est une journée triste parce que je travaille directement avec Erin O'Toole tous les jours depuis bientôt 1 an et demi. C'est un homme exceptionnellement engagé pour le Canada, pour le parti, pour les idées auxquelles il croit et il défend. C'était un excellent père de famille aussi. Évidemment, pour nous tous qui sommes proches de Erin, c'est un moment difficile. Maintenant, nous ne sommes pas des démocrates à géométrie variable. Nous sommes des démocrates. Le caucus s'est prononcé. Le verdict est tombé. Nous l'assumons et on regarde en avant. Et vous, est-ce que vous avez voté en faveur du départ de M. O'Toole ou pour qu'il reste? Non, absolument. Moi, je voulais qu'il reste. Je pense que M. O'Toole, comme tout le monde, avait ses forces et ses défis. Comme tout le monde, il a pris des très bonnes décisions, d'autres des décisions qui prêtaient à examen. Et c'est la vie politique qui conduit à ça. Et là, les gens se sont prononcés tels que le permettent nos règles et nous assumons pleinement ça. Cela dit, moi, je pense que M. O'Toole aura joué un rôle important dans l'histoire et l'évolution de notre parti. Tout a déboulé, mais vraiment très vite au Parti conservateur au cours des derniers jours, des dernières heures. Je dirais, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en veniez à une telle crise au parti? Un peu comme je vous disais, qui prêtent à examen, puis des gens qui ont des difficultés avec certaines décisions, ce qui est le lot de tout le monde. Moi, comme je dis tout le temps, si vous avez un politicien qui vous dit que je suis 100% d'accord avec 100% de déclaration de mon chef, puis 100% de ce que disent 100% de mes collègues, vous êtes sûr d'avoir 100% devant vous un menteur. C'est humainement impossible d'être toujours en accord avec tout. Alors, des fois, il y avait des enjeux qui rendaient des gens tristes, et puis, une fois que vous accumulez, ça arrive à ça. Cela dit, notre parti est le seul parti à avoir cette règle qui permet, telle que prévoit la loi, qui permet au caucus de faire une revision du leadership du chef, et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Bon. Une fois que le nombre est atteint, vous avez le vote qui a lieu très rapidement. Alors, c'est sûr que ça peut paraître très rapide, mais on comprend que celles et ceux qui souhaitaient que M. O'Toole parte ont eu l'occasion de le faire au fil du temps. Vous êtes donc sur les rangs des candidats potentiels à la succession de M. O'Toole? Non, je préfère les autres. Je sais qu'il y a des personnes qui se préparent par rapport à ça. Évidemment, depuis que M. O'Toole a annoncé qu'il quitte, des gens se préparent, tant pour l'intérim que pour le poste, appelons ça permanent, des fins de discussion du chef. Donc, laissons la course se faire, mais je ne serai pas candidat ni à l'une ni à l'autre. Donc, c'est réglé? Oui, absolument. Qui vous verriez
pour succéder à M. O'Toole? Alors, évidemment, laissons les gens se présenter, après ça, on pourra les juger. Vous savez, une course au leadership, c'est ça qu'il y a de beau dans une course au leadership. C'est que vous avez des personnalités qui émergent, qui parfois sont un peu connues puis deviennent très connues. L'exemple le plus sensationnel dans l'histoire politique canadienne, c'est Jean Charest, qui, en 1993, était un brave jeune ancien ministre du gouvernement Mulroney, et puis a tenté, à 34 ans, de se présenter, et est arrivé à 80 votes, c'est-à-dire 80 personnes. Si 80 personnes avaient changé d'idée, il devenait premier ministre à l'âge de 34 ans, alors que personne ne l'avait vu venir. Alors donc, laissons la course au leadership se faire. Laissons les candidats qui veulent briguer les suffrages le faire. Écoutons-les, analysons-les, identifions la meilleure personne pour nous diriger afin de pouvoir diriger le Canada, donc de convaincre nos militants, convaincre également la majorité de Canadiens. Bon, et entre-temps, justement, on a le sentiment que le Parti conservateur est plus divisé que jamais. D'un côté, évidemment, il y a l'aile plus à droite, plus religieuse, de l'autre, l'aile plus progressiste. Comment vous allez faire au Parti conservateur, Gérard Deltel, pour réunir le parti? C'est évidemment le chef qui assume cette responsabilité-là. Le chef doit faire conjonction et avec toutes les franges de quelque parti que ce soit. Il n'y a pas un parti qui est unisé, qui est une brique. Là. Tous les partis ont toute leur texture, que ce soit le Parti libéral, le NPD, le Bloc, ou enfin, vous savez, il y a des gens... pour faire d'histoire, mais il y a des gens dans des partis politiques qui ne sont pas lignés, qui disent, vous savez, moi, je suis pas mal plus à droite que vous le pensez, et tout ça. Et je suis pas mal plus conservateur que vous le pensez. C'est normal. Dans la vie, vous avez des familles, vous avez des gens qui font que certaines textures plus à droite, certaines textures plus à gauche. C'est ça, la vie d'un parti politique. Alors, c'est la responsabilité du chef de fédérer tous ces gens avec les objectifs communs, ce qui rassemble les gens, chez nous, comme chez les adversaires, pour aller de l'avant. Alors, laissons la course au leadership se faire. Évaluons les meilleurs potentiels de celles et ceux qui se présentent pour savoir qui serait capable justement de maintenir cette unité dans quelque parti que ce soit, mais principalement le nôtre, en vue de convaincre une majorité de Canadiens. Et c'est ça une course au leadership. Certains disent que le parti est sur le bord de l'implosion. Est-ce que c'est le cas? Parce que Absolument la crise, pas. même aujourd'hui, est assez majeure. Là. Est-ce que c'est le cas que le Parti conservateur est sur le bord d'une implosion? Ben écoutez, vous avez une décision qui a été prise ce matin par la majorité des députés et la résultante, c'est que le chef a quitté et il y a une course au leadership qui s'annonce. C'est pas une question d'implosion, c'est une question qu'il y a une décision qui a été prise et maintenant il y a une course au leadership. Course au leadership, on comprend, là. C'est pas, comme on dit en mauvais français, une marche dans le parc, là. C'est pas walk in the park, là. On comprend qu'il peut y avoir parfois des tensions, parfois des débats d'idées, parfois des frictions. C'est le propre d'une course au leadership. Mais c'est aussi le propre de mettre de l'avant des idées nouvelles qui prêtent à examen. Mais c'est ça qui est une course au leadership. Les gens qui vont défendre des idées parfois nouvelles vont pouvoir être analysés sous le regard des militants pour dire « Est-ce que je suis à l'aise avec cette personne-là? » en vue de pouvoir convaincre le maximum de Canadiens. Et c'est ça, une course au leadership. Il nous reste quelques secondes. C'est une crise qui survient quand même au parti alors que les travaux du Parlement viennent tout juste de reprendre après la pause des fêtes. Est-ce que ça va vous empêcher, les conservateurs, de faire votre travail d'opposition officielle? Absolument pas, puis je pense qu'on le démontre très bien à toutes les périodes de questions. Nous avons vu des gens, des fois, déposer des questions très pertinentes et des ministres qui ne répondent pas. Moi, je pense simplement à Luc Berthold, le député de Mégantic-Lérable, qui, hier et encore aujourd'hui, avec le premier ministre, a réussi à le mettre en boîte sur la question du coût de la vie. Ça, c'est les députés du Québec. Ça, c'est les députés conservateurs qui font leur marque à la Chambre des communes. Et ça ne fait que commencer. Gérard Deltel, député de Louis-Saint-Laurent et leader parlementaire des conservateurs à Ottawa, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Merci. Au revoir, Mme Bégin. Une délégation de plus de 200 athlètes représente le Canada aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin qui viennent de s'ouvrir en Chine. La participation canadienne à ces Jeux soulève des questions, notamment en raison des relations difficiles entre les deux pays et du génocide de la minorité musulmane des Ouïghours par les autorités chinoises. J'ai discuté de ces dossiers avec la nouvelle ministre des Sports, Pascale Saint-Onge, tout juste avant le lancement officiel des compétitions. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. D'abord, sur une note personnelle, puisque c'est la première fois qu'on vous reçoit, sans dire que vous êtes néophyte en politique, vous en êtes quand même à vos débuts. Vous avez été élu pour la toute première fois lors de la dernière élection au mois de septembre. Vous avez un parcours, je dirais, qui est éclectique. En fait, vous venez du milieu syndical. Vous avez aussi été musicien. En tout cas, vous êtes musicienne, je devrais dire. Vous avez été bassiste dans un groupe rock. Comment se passe votre adaptation en politique? Comment vous qualifiez votre expérience jusqu'à maintenant? C'est une expérience vraiment enrichissante. J'arrive dans une équipe qui est expérimentée,
Plusieurs sont là depuis 2015, d'autres depuis 2019. Donc, je bénéficie de beaucoup de conseils et de collègues qui m'aident beaucoup dans cette adaptation-là puis dans cette nouvelle vie. C'est sûr que c'est très différent de ce que je faisais avant. Précédemment, j'étais présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture. Donc, mon rôle était de représenter des gens qui travaillaient dans le secteur des médias et de la culture. Aujourd'hui, je représente les gens qui vivent à Brome-Missisquoi dans ma circonscription et également l'ensemble des citoyens et des citoyennes canadiens pour lesquels on a été élus pour accomplir des mandats, pour accomplir ce qu'on a promis dans le cadre de notre plateforme électorale. Donc, c'est une grande courbe d'apprentissage, mais c'est passionnant. Et j'ai hérité aussi de dossiers qui sont vraiment super intéressants avec des beaux défis, puis je pense aussi des belles choses à réaliser. Oui, bon, justement, parlons-en des dossiers dont vous avez hérité, parce que votre ascension a été quand même assez rapide. Aussitôt élu, vous avez tout de suite accédé au cabinet. M. Trudeau vous a nommé, entre autres, ministre des Sports. On vous reçoit justement au moment où s'ouvrent les Jeux olympiques de Pékin en Chine. Ce sont des Jeux olympiques qui ne font pas l'unanimité. D'abord, sur la relation canado-chinoise. Quand on connaît l'état des relations entre le Canada et la Chine, dans la foulée, évidemment, des deux Michael, je vous demanderais, est-ce que vous êtes inquiète pour la sécurité des athlètes canadiens qui sont en ce moment à Pékin? C'est sûr que c'est une relation complexe avec la Chine, puis c'est comme ça pour la plupart des pays de l'Occident et des pays démocratiques. Et c'est pour ça aussi que notre gouvernement a décidé d'envoyer les mêmes messages qu'on envoie toujours, c'est-à-dire qu'on défend la démocratie, qu'on défend aussi les droits humains. Et en ce sens-là, on a pris une décision politique et gouvernementale de ne pas envoyer de délégation officielle pour représenter le gouvernement en Chine. Cependant, du côté des athlètes, ça demeure une compétition internationale puis encadré par un organisme international, et le pays hôte a la responsabilité d'assurer la sécurité des athlètes et le bon déroulement des Jeux dans l'esprit sportif, puis dans tout ce qu'on s'attend dans n'importe quel Jeux olympiques. Évidemment, on n'est pas aveugle face à la situation, donc tous les départements, tous les ministères qui sont pertinents ont travaillé en collaboration avec le Comité olympique et le Comité paralympique canadien pour offrir tout le soutien nécessaire pour assurer la sécurité des athlètes. Bon, pas d'inquiétude comme telle. On peut quand même imaginer que notre délégation d'athlètes a été préparée en conséquence avant le départ, conscientisée à tout l'aspect politique des relations justement canado-chinoises. Au-delà de l'aspect de l'entraînement des athlètes, comment justement nos athlètes canadiens ont été préparés en vue de ces Jeux olympiques à Pékin? Est-ce qu'on leur a demandé, par exemple, de rester discrets pendant leur séjour là-bas? Il n'y a pas de demandes qui ont été faites à l'endroit des athlètes. Les athlètes sont habitués de voyager sur la scène internationale quand ils atteignent des niveaux d'excellence, comme les Jeux olympiques. Pour plusieurs, d'ailleurs, il y en a qui ont déjà participé à des compétitions en Chine dans le passé. Puis, évidemment, c'est le rôle des organisations, dans ce cas-ci du Comité olympique et du Comité paralympique canadien, d'assurer que les athlètes sont bien informés sur la situation des pays qu'ils visitent, sur les comportements adoptés, sur les mœurs, les coutumes, pour assurer la sécurité des athlètes, parce que tous les pays sont différents, les modèles politiques, les mouvements sociaux, etc., etc. Donc, les athlètes sont habitués de s'adapter. Puis également, dans le cadre des Jeux olympiques, il y a la charte olympique qui s'applique dans ces situations-là. Puis évidemment, ben, si jamais il survenait des situations malheureuses en Chine, il y a une équipe qui est sur place pour accompagner les gens du Comité olympique, du Comité paralympique. Évidemment, tous les services consulaires vont être offerts aux athlètes et à la délégation canadienne. Alors, et les athlètes ont reçu toutes ces informations-là. Mais je pense que pour eux, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs athlètes avant leur départ, la chose qui les stressait le plus, c'était de tester négatif à la COVID. Ouais. Mm-hmm. C'était ça qui les inquiétait le plus, parce que pour le reste, puis on l'a vu avec des performances de qualification qu'ils ont fait récemment, ils sont très bien préparés physiquement, psychologiquement. Ils ont hâte de participer à cette compétition-là. Ils sont vraiment en mode performance, compétition, esprit sportif, Jeux olympiques
rêve à accomplir. Donc, j'ai très hâte de les voir. Oui. Justement, parlant de COVID, certains ont jugé les mesures qui ont été mises en place par les autorités chinoises pour éviter la propagation du virus exagérées. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Le virus Omicron, on sait qu'il se propage très facilement. Il est extrêmement contagieux. Les dispositifs qui sont mis en place en Chine présentement ne sont pas tellement différents de ce qu'on a vu l'été dernier à Tokyo. C'est sûr qu'on est encore plus prudent étant donné les hauts niveaux de contagion du virus Omicron. Donc, et c'est normal qu'on prenne toutes les précautions possibles parce que ça pourrait avoir vraiment un effet d'entraînement là, si des équipes complètes devaient être contaminées. Donc, la bulle qui est créée autour des athlètes, c'est vraiment pour les protéger et s'assurer du bon déroulement des compétitions. Oui. Je le disais d'entrée de jeu, ces Jeux olympiques sont controversés, font pas l'unanimité, entre autres à cause du génocide des Ouïghours. Après des mois d'enquête, il y a des experts des droits humains qui en sont venus à la conclusion que la façon dont la Chine traite la minorité musulmane ouïghour relève d'un génocide. On parle de crimes contre l'humanité. À Ottawa, bon, on le sait, le Bloc québécois a amené une croisade pour que le Canada boycotte ces Jeux. Finalement, bon, votre gouvernement a décidé de s'en tenir à un boycott diplomatique. Vous le disiez il y a un instant. Quel message le Canada envoie en participant à ces Jeux olympiques en Chine? Tout d'abord, il faut rappeler que la décision de participer à des Jeux olympiques ou pas appartient d'abord et avant tout au Comité olympique et au Comité paralympique canadien, ainsi qu'aux athlètes qui sont libres, de toute évidence, de participer ou pas à des compétitions. Et également, le Canada, c'est pas le seul pays qui envoie une délégation. Au contraire, tous les pays sont présents en Chine, ont envoyé des délégations d'athlètes pour participer aux compétitions. Et vous savez, il y a plusieurs opinions par rapport à l'efficacité d'un boycott. Il y a eu des expériences par le passé qui n'ont pas donné les résultats espérés non plus des pays qui avaient décidé, dont le Canada, à un certain moment, qui avait décidé de ne pas envoyer des délégations à des compétitions aux Jeux olympiques dans des pays controversés. Malheureusement, ça n'a pas apporté les changements nécessaires. Donc, notre gouvernement a travaillé avec les pays alliés avec lesquels on travaille toujours, par exemple les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon. Et ensemble, tous ces pays-là ont décidé de ne pas envoyer de délégation officielle pour être fidèles à nos principes de défense des droits humains. En terminant, évidemment qu'on va suivre de près les performances des athlètes canadiens et du Québec aussi au cours des 2 prochaines semaines. Le nombre de médailles que vont ramener les athlètes au pays, c'est toujours évidemment très suivi. Qu'est-ce qui vous permettrait à vous, Madame la ministre, de dire mission accomplie pour le Canada au terme de ces Jeux olympiques? Je pense que pour ces Jeux-là, au-delà des médailles, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, regarder des compétitions sportives, regarder des athlètes se dépasser, penser à toute la discipline, la préparation que ça leur a demandé, de voir ces exploits-là, d'aller au-delà de nos capacités habituelles, ça m'émeut toujours énormément. Puis si j'ai un souhait pour les Jeux olympiques, au-delà des performances, au-delà des médailles, puis je suis certaine que nos athlètes vont nous épater, ils sont prêts, mais ce que je nous souhaite, c'est que le pays s'unisse derrière ces Jeux-là puis célèbre nos athlètes puis ce qu'ils ont accompli parce que les 2 ou 3 dernières années ont été difficiles pour nous tous. Je pense que tout le monde a vécu l'arrivée du variant Omicron puis des nouvelles restrictions sanitaires très difficilement. Nos athlètes aussi. Ça a été, pour leur avoir parlé, ils ont dû adapter leur entraînement, leur façon de faire. Ça a été extrêmement difficile, beaucoup de résilience pour tout le monde. Donc, si on peut s'unir pour célébrer ce succès-là des athlètes, de se rendre à ces Jeux-là, d'y participer, puis de pouvoir compétitionner dans les plus hauts niveaux. Et on l'espère dans la solidarité avec les autres athlètes qui vont être présents, puis avec un esprit sportif qui est très important présentement. Toujours effectivement très inspirant de voir des athlètes aller comme ça aux Jeux olympiques. Pascale Saint-Onge, ministre des Sports, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne fin de journée. Et bien sûr, la reprise des travaux parlementaires à la Chambre des communes a été dominée par l'occupation des camionneurs et des manifestants anti-mesures sanitaires au centre-ville d'Ottawa. À plusieurs reprises cette semaine, le Bloc québécois a attaqué le premier ministre Trudeau pour la gestion de cette crise. Voici un extrait de la période des questions. Ça n'arrive pas si souvent, mais sur plusieurs points, le premier ministre et moi sommes d'accord. Manifester est un droit à encadrer. Il est imprudent de le faire en temps de pandémie.
la manifestation actuelle a assez duré et la possibilité d'une intensification a de quoi inquiéter. Est-ce que le premier ministre peut nous dire, au-delà des reproches, ce qu'il entend faire concrètement pour mettre fin à la crise? Bravo. Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, mon collègue de Belleuil-Chambly sait très bien que c'est pas à un gouvernement et des politiciens de donner des directions ou des commandes aux services policiers. Ils font leur travail de façon indépendante. Mais au niveau du gouvernement, nous nous assurons de donner toutes les ressources nécessaires pour que nos services de police, nos services de loi et d'ordre puissent faire le travail pour garder les Canadiens en sécurité, pour s'assurer que les résidents d'Ottawa puissent revenir à leur vie normale très bientôt, on l'espère. Le député de Belleuil-Chambly. J'ai proposé au premier ministre hier un certain nombre de gestes possibles et qui sont de la responsabilité et de la prérogative du gouvernement fédéral. Parmi celles-ci, il y a le simple fait d'enjoindre les occupants de la colline de quitter. Chacune de nos propositions, c'est une proposition de plus que celle qu'a fait le premier ministre, parce qu'il en est encore à zéro. Et là, on voit se mettre en place ce qui prend des airs de véritables sièges durables. Est-ce que le premier ministre a posé des gestes pour lesquels les camionneurs doivent bel et bien quitter? Et combien de temps entend-il tolérer la situation avant d'agir? Bravo. Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, mon honorable collègue sait très bien, il y a quelques jours, j'ai dit ça exactement, qu'il était temps que ces manifestants qui se sont fait entendre quittent la ville d'Ottawa pour pouvoir reprendre, pour que les citoyens et les parlementaires puissent continuer leur travail de représenter, de servir les Canadiens. Nous allons continuer de travailler avec les services de loi et d'ordre, avec les services policiers pour s'assurer que les gens sont protégés et que cette manifestation qui commence à être illégale se termine. Alors, que penser de la gestion de cette crise au centre-ville d'Ottawa par les autorités? J'ai posé la question à l'expert en sécurité, André Durocher. Bonsoir, M. Durocher. Bonsoir, Mme Bégin. On vient de l'entendre, le premier ministre Trudeau s'en remet aux forces policières pour régler ce qui se passe au centre-ville d'Ottawa, mais le service de police de la ville veut pas, de son côté, déloger les manifestants ni les camionneurs. Bon, on a peur de créer des tensions, de la violence. Les résidents, les commerçants du secteur en ont vraiment ras-le-bol. Je vous demanderai d'abord, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette crise jusqu'à maintenant? Bien, je vous dirais, ça dépend en fin de compte de la tolérance des autorités de la Ville d'Ottawa. Parce qu'on sait, bon, effectivement, le droit de manifester, c'est un droit qui est sacré, c'est dans la Charte. Mais maintenant, jusqu'où on peut aller, jusqu'à où on peut, si on veut, emmerder les citoyens, les empêcher de circuler. Parce que oui, on a le droit de manifester, mais on a aussi le droit à la libre circulation. Et il y a plusieurs citoyens actuellement qui, au nom d'une infime minorité, se voient quand même brimés de l'usage de leur centre-ville. Et qui plus est, on a vu également qu'il y a eu, bon, même s'il n'y en a pas eu beaucoup au cours du week-end, il y a eu certains actes disgracieux. Mm-hmm. On voit qu'il y a des gens qui finalement s'en prennent aux journalistes et aux médias qui, eux, rapportent les événements. Donc, à partir du moment où on a manifesté, bon, le message est envoyé. Là, à un moment donné, il faut que ça cesse. Et ça, chaque service de police, en fait, a son seuil de tolérance. Et moi, ce qui me fait toujours rire là-dedans, c'est quand les autorités politiques, que ce soit le premier ministre, que ce soit un premier ministre d'une province ou même un maire d'une ville, disent qu'ils s'en remettent aux autorités policières. Lorsqu'une intervention de cette nature-là se fait, il est bien certain qu'il y a des discussions parce que faut toujours garder en tête, si on procède à une opération policière où il y a utilisation de la force et qui dégénère ou qu'on doit utiliser, par exemple, que ce soit des gaz ou des scènes un peu disgracieuses, bien là, à ce moment-là, est-ce qu'on est prêt à prendre l'odieux? C'est pour ça qu'on dit, ah non, on met ça aux forces policières, puis les forces policières, ils disent, ben là, tant qu'ils vont respecter, c'est une chose. Mais le meilleur conseil que je donnerais peut-être à la population d'Ottawa, c'est de mettre de la pression sur leurs élus, parce qu'à un moment donné, les gens en ont ras-le-bol. Oui, parce que, bon, vous dites qu'il faut que ça cesse, il faudrait mettre de la pression sur les élus, mais c'est à la police d'intervenir, juste pour être clair. Bien, ultimement, oui. Lorsqu'il y a une opération policière, les élus peuvent dire, écoutez, on aimerait que ça cesse, mais évidemment, les autorités policières, en matière d'opération, c'est la police qui va décider de quelle façon ils le font, parce que si jamais ça dégénère et que
Les autorités politiques ne peuvent pas arriver et dire « tu m'enlèves ça de là, c'est tout, c'est tout Ouais. ». Parfait. Si jamais ça dégénère, il va falloir qu'ils prennent l'odieux. C'est pour ça qu'il y a un peu une espèce de... C'est pas le jeu de chat et de la souris, mais un peu, on se lance la balle à ce niveau-là parce que personne qui veut. Il y a comme un singe, personne ne peut avoir le singe sur l'épaule. Puis on se demande aussi comment intervenir parce qu'on le voit sur les images, il y a des dizaines de poids lourds qui sont stationnés dans les rues d'Ottawa qui bloquent le trafic, notamment devant donc le Parlement. Et certains ont même enlevé leurs roues. Les camionneurs ont enlevé les roues sur leurs véhicules pour éviter d'être remorqués. Alors, qu'est-ce qui peut être fait pour déplacer des véhicules comme ça qui n'ont pas de roues? Finalement, sur les véhicules, là? Ben, je vous dirais, il y a une bonne vieille recette qui est un peu... on me disait dans le temps de faire de la pizza, une petite tranche de pepperoni à la fois. Ben, un camion à la fois. On commence à en enlever, mais sauf qu'avant de le faire, il faut être en mesure d'évaluer, OK, si on le fait, est-ce qu'on est en mesure de sécuriser, par exemple, les remorqueurs qui iraient sur les lieux? Ensuite, on doit être en mesure d'anticiper quelle sera la réaction des autres camionneurs. Est-ce qu'ils vont décider d'embarquer dans leur camion puis tous s'en aller en même temps? Si tel est le cas, il va falloir canaliser ces gens-là vers des endroits pour évacuer le centre-ville. Donc, c'est tous les différents scénarios que les services de police doivent évacuer qui vont bien au-delà de simplement remorquer un camion. Ouais. Cela étant dit, je trouve qu'ils font preuve d'une très, très, très grande patience. Oui, et pendant qu'on est patient, il y a d'autres convois de manifestants qui disent se diriger vers Québec, la capitale provinciale, pour bloquer aussi des rues, protester devant l'Assemblée nationale cette fin de semaine. Le maire de Québec dit qu'il va être pas aussi patient que les autorités ici le sont à Ottawa. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour éviter à Québec une situation comme celle dans la capitale fédérale? Ben, ce que j'ai vu dans les médias, ce qu'ils font à Québec actuellement, c'est que, comme on dit, ils n'en sont pas à leur premier barbecue non plus pour ce qui est des manifestations autour du Parlement. Je disais qu'on va prévoir des espaces pour les camions pour qu'ils puissent manifester. Donc, j'imagine les autorités policières, si on fait ça, c'est parce qu'ils ont prévu que c'est un endroit peut-être qui causerait le moins d'inconvénients possible. Est-ce que c'est ce qui aurait dû... Est-ce que c'est ce qui aurait dû être fait au départ à Ottawa? Ben, moi, je pense que c'est facile à juger comme ça après le fait, mais je pense qu'on a été un peu pris au dépourvu par l'ampleur et le nombre de personnes qui se sont présentées. Et à partir du moment où on est face à ça, il est un peu trop tard. On peut plus remettre la pâte à dents dans le tube. Et là, lorsqu'on connaît tous très bien le centre-ville d'Ottawa, c'est pas immense. Là. À part la rue Wellington, qui est très large et tout, c'est plusieurs petites rues. Donc, c'est pas long que c'est tout bloqué. Peut-être on aurait dû, à ce moment-là, prévoir des endroits pour dévier les gens et que les gens peuvent se rendre à pied. Mais là, cela étant dit, comme je dis, c'est toujours facile après le fait plutôt qu'avant. Parce que, bon, c'est un siège qui se poursuit depuis maintenant presque 6 jours à Ottawa. André Durocher, inspecteur du service de police de la Ville de Montréal à la retraite, je vous remercie de ces précisions. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Au revoir. Alors voilà, c'était notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi. Au revoir.